toute une sorte de panique là-dessus. Les écrans, ça devient le mal du siècle. L'écran en lui-même n'est pas nécessairement un problème. Le problème, c'est le temps qu'on y passe et ce qu'on y fait. Un enfant, un adulte TDAH, de toute façon, n'aura pas le choix que de travailler dans quelque chose qui le stimule intellectuellement ou cognitivement. C'est une torture de faire quelque chose qui ne nous intéresse pas. Rappelons qu'aux États-Unis, le phénomène d'inclusion, comme on le vit, c'est une vraie politique. C'est pas honteux d'avoir un problème de concentration. Ça n'est pas considéré comme un handicap. Alors, qu'est-ce qu'un boss ? Ah, c'est facile, c'est un ennemi majeur. Un ennemi majeur. Alors, moi, je suis RH, je suis pas d'accord. Je vous le dis tout de suite. Les boss, c'est les gros. Et toi, tu préfères qu'on parle de troubles du neurodéveloppement ? C'est les gros. C'est une spécialité ? C'est les gros. C'est hyper grave. Ah ben, attends là, pour une fois que je peux répondre. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Leguaziou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Cette semaine, avec moi, dans nos invités permanents, j'ai Mika, le Jedi du gaming, expert en diversité et inclusion dans les jeux vidéo. Salut Mika. Salut tout le monde. Et j'ai Barbara, notre Shiva de la charge mentale, autrice de J'arrête d'être débordée et qui revient de 10 ans à San Francisco et qui nous apporte un petit peu une autre vision des choses. Et enfin, notre invité spécial, Fabrice Pastor, qui est le neuropsychologue le plus suivi de France, je pense, sur les réseaux sociaux. Ah aussi, avec plus de 120 000 abonnés, je pense que tu dois être un des plus suivis. Ah, sur LinkedIn, bientôt 180 000, ouais. Bon, alors, je ferai une présentation un peu plus détaillée après de Fabrice, mais on va commencer avec le sommaire de la semaine. Donc, dans cet épisode, cette semaine, on va parler de l'actu. Donc, l'actu, c'est le nouveau carnet de santé 2025 et son impact sur l'éducation parentale. Ensuite, on aura un débat donc avec nos invités sur les troubles du neurodéveloppement. Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est vraiment réel ? Ensuite, la question de parents. Et on terminera avec notre petite rubrique sur qu'est-ce qu'ils disent, où on parlera cette fois-ci, pour faire plaisir à Mika, de jeux vidéo. Allez, c'est parti avec l'actualité de la semaine. Alors, depuis le 1er janvier, il y a une version actualisée du carnet de santé qui est disponible. Elle est adaptée aux enjeux sociétaux et médicaux. Ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas une mise à jour du carnet de santé. Et elle va aborder des recommandations sur les écrans, l'éducation sans violence ou les troubles sensoriels et les troubles du neurodéveloppement. Donc, par exemple, on va retrouver dans ce carnet le fait que il y a des dangers concernant les écrans pour les moins de 3 ans. Mais aussi, les médecins peuvent maintenant signaler des anomalies et orienter les parents quand il y a quelque chose qui va pas, notamment au niveau des troubles du neurodéveloppement. Et aussi, très très bien, un énorme focus sur les conséquences des violences éducatives ordinaires. Donc ça, c'est bien de le rappeler. Alors toi, Fabrice, en tant que neuropsychologue, que penses-tu de cette évolution du carnet de santé ? Est-ce que tu crois que tu vas avoir un afflux encore plus important de patients qui vont arriver à ton cabinet ? Quand il y a des améliorations, en général, c'est plutôt positif, parce que ça permet surtout dans les sujets de la santé, notamment de la santé mentale, les connaissances générales avancent. Et quand on voit que ça avance et qu'il y a des choses concrètes qui sont mises en place, c'est plutôt positif. Alors, j'ai bien noté qu'il y avait des éléments sur les écrans. Alors ça c'est bien. Maintenant, je sais pas si on va tout à l'heure parler un peu des écrans. Je sais pas si c'est prévu. J'ai compris que Mika c'était le spécialiste gaming et ça c'est cool. Moi aussi. Je suis pas spécialiste, mais c'est un sujet qui m'intéresse bien. Maintenant, les écrans c'est un peu une panique morale aujourd'hui. C'est-à-dire que on a le sentiment que le mal-être des jeunes aujourd'hui est lié aux écrans. Voilà, donc en fait, on va pas chercher ailleurs. Ils passent du temps sur les écrans.
donc comme il passe du temps sur les écrans, c'est pour ça qu'il va pas bien. Et donc il y a toute une sorte de panique là-dessus. Les écrans, ça devient le mal du siècle. J'aime bien quand je fais des conférences sur les écrans, j'aime bien rappeler que dans les années 30, l'objet, la panique morale, c'était les flippers. Vous aviez des gens qui explosaient des flippers à la batte de baseball parce que les flippers, ça rendait les jeunes délinquants, quoi. Voilà, donc à chaque génération, on a sa panique morale. Il y a eu les flippers, il y a eu les Donjons et Dragons, hein, pour ceux qui regardent Stranger Things, voilà, qui connaissent un petit peu le sujet, ou les vieux comme moi. Voilà, donc à chaque fois, on a des paniques morales. Donc limiter les écrans, oui, mais en fait, en général, ce qu'on retient des études scientifiques, du moins, les choses sont pas tout à fait précise et claire, mais ce qu'on voit, c'est que l'écran en lui-même n'est pas nécessairement un problème. Le problème, c'est le temps qu'on y passe et ce qu'on y fait. Ce qu'on dit toujours quand, avec mes collègues neuropsychologues, enfin du moins avec qui on parle de ces sujets-là, c'est que si en gros on remplace temps d'écran par temps à éclater, enfin du moins à taper avec un marteau sur un clou, on aura la même chose, quoi. Il y a des enfants qui passent leur temps sur des livres. Alors effectivement, passer du temps sur les livres, parfois c'est un peu plus socialement accepté, mais on va dire que c'est pas nécessairement pour ça que passer du temps sur les écrans, ça peut être, ça peut être problématique selon ce qu'on y fait en fait. La notion de temps d'écran, elle est souvent assez floue, parce que si vous passez du temps sur écran à scroller ou du temps sur écran à lire des livres ou à vous renseigner, à vous documenter, c'est pas la même chose, quoi. Oui, c'est exactement la même chose pour les jeux vidéo. À un moment, c'était aussi les films d'horreur. Maintenant, c'est les jeux vidéo qui sont responsables de la violence. Tout dépend du contenu. Encore une fois, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans Génération Parents et que j'essaie d'expliquer. Ça dépend à quel type de jeu les joueurs et les joueuses jouent. Il n'y a pas que des jeux de guerre et des GTA et des Call of Duty. Donc, c'est vraiment la question du contenu et on va dire les comportements addictifs. Bon, moi je suis très très mal placé pour en parler, hein. Je suis addict aux jeux vidéo et puis je joue depuis tout petit, hein, depuis les premières Nintendo, et vraiment il y a aussi cet aspect, en tout cas moi le rapport que j'ai aux jeux vidéo, c'est cette bulle aussi, cet exutoire, et ça va être d'ailleurs très intéressant pour les personnes souffrant de TSA ou de TDAH, des personnes qui sont isolées socialement. Le jeu vidéo peut être une vraie bouée de secours aussi. Et je trouve que c'est intéressant de parler de ça aussi, des bienfaits du jeu vidéo, alors entre guillemets du bienfait des écrans. Il y a des études qui ont montré, là je cite notamment les travaux de Daphné Bavelier, qui est chercheuse sur ce sujet-là et qui travaille, si ma mémoire est bonne, notamment à l'université de Genève, qui a mis en évidence avec ses équipes que, par exemple, jouer à des jeux de tir, les jeux de tir à la première personne améliorent l'attention visuelle. Oui. On sait que quand on fait des jeux de tir, alors bien sûr, c'est pas 10 heures par jour, c'est pas tous les jours pendant 10 heures. Là, la problématique, elle est sur le temps. Et puis, faut pas oublier, comme tu l'as dit, Mika, que il y a un âge pour ces jeux. Il y a ce qu'on appelle un PEGI, hein, dessus. PEGI, on rappelle le PEGI, ouais. Voilà. GTA, 18 ans, c'est interdit. Enfin, c'est pas avant 18 ans. Oui. Un enfant de 10 ans qui joue à GTA, c'est pas le problème du jeu. C'est un mésusage du jeu en quelque sorte. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est que ce qu'on a vu, c'est que jouer à des jeux de tir, ça pouvait améliorer l'attention visuelle. Donc, dans la vie quotidienne, ça peut avoir des effets. Par exemple, les personnes, quand elles ont une meilleure attention visuelle, elles peuvent mieux gérer leur espace, mieux réagir si lors de la conduite il y a quelqu'un qui traverse, ce genre de choses. Donc, tout n'est pas négatif dans les jeux vidéo. Il y a les travaux aussi de mon collègue neuropsy Mathieu Serbet, qui a publié un bouquin sur la santé mentale et les jeux vidéo, où il explique clairement que les jeux vidéo peuvent améliorer, peuvent être utilisés dans le cadre d'une psychothérapie, etc. À suivre sur LinkedIn. Exactement. Et c'est bien quand on a des adultes qui jouent aux jeux vidéo. On en a parlé dans une précédente émission, hein, du PEGI et aux parents d'être attentifs, parce que bien sûr les enfants ils vont pas vous dire, donc faut faire attention à la classification, ouais. C'est fait pour ça. Bon, et merci beaucoup Fabrice pour ce rappel. Moi c'est vrai que sur les écrans je dis toujours faut regarder le menu, quoi. Enfin, c'est trop facile de regarder, de parler juste des écrans. C'est un peu comme nos enfants, ils vont pas tous les jours au McDo, donc regardez le menu qu'ils ont décidé d'avoir dans les écrans. Accompagner les enfants sur les écrans. Il faut pas que les parents aient toujours une réaction anxiogène aux écrans. Oh, ils utilisent un écran, mon Dieu, attention, c'est grave. Enfin voilà, c'est pareil. On accompagne l'enfant. Il y a tellement de fausses croyances sur les écrans. Laisser un enfant seul devant la télévision pendant toute une journée entière, effectivement, c'est comme si l'enfant, je sais pas, vous le priviez de langage. C'est la même chose, laisser tous les enfants toute la journée sans avoir aucun contact avec eux, évidemment que c'est néfaste. Mais à part ça, laisser un enfant
l'accompagner du moins sur un jeu, sur une vidéo, pourquoi pas. Enfin, faut pas penser que tout est néfaste avec les écrans, quoi. Barbara, tu veux ajouter quelque chose là sur cette actu du carnet de santé? Du coup, je pense surtout que les médecins ont un rôle à jouer parce qu'ils sont écoutés, et ce qu'on disait off the record avant, il y a tellement de choses, de conseils, d'informations qui circulent sur Internet. Je pense que centraliser l'information sur un carnet de santé via les médecins, qui soit cohérente et instructive, elle est indispensable. Donc, je pense que c'est une bonne idée parce que les gens ont globalement confiance aux médecins, et que d'entendre les consignes par le médecin régulièrement, j'ose espérer que ça va faire son petit bout de chemin, et un tout petit peu plus que ce qu'on peut dire ou on peut trouver sur Internet. Et justement, je lisais un article dans l'ADN hier qui disait que les parents de la génération, enfin les parents qui ont 20 ans, les médecins les trouvent très très bien informés, peut-être même un peu trop, parce que des fois ils ont trop d'informations, parce qu'ils vont chercher à droite, à gauche, tout ce qu'ils ont lu et vu sur Internet, et donc ils arrivent pour la consultation, et ils ont déjà beaucoup plus de connaissances que ce qu'avaient les autres générations. Enfin, même moi, je vois, ma mère, elle m'a offert Laurence Pernou, qu'elle avait eu elle-même en 1979. Et la nouvelle génération a l'air de beaucoup plus s'informer sur les sujets d'éducation. Ouais, Donc, ça c'est un vrai, ça sera, les médecins, ouais, ils sont en première ligne de la problématique AI, c'est-à-dire que pendant 10 ans ils ont entendu, j'ai vu sur Internet, et maintenant ils entendent, l'IA m'a dit, ChatGPT m'a dit, et je pense que la relation, du coup j'en parlais hier avec une RH là dans mon podcast, mais la relation patient docteur, elle est en première ligne du changement de l'AI, c'est évident. Et les gens arrivent bien plus éduqués et donc ouais. Est-ce qu'ils vont être encore entendus, le sacro-saint médecin, est-ce qu'il va être encore écouté sans mot dire? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est une avancée, donc c'est une bonne nouvelle. Et on va voir si ça va avoir des effets positifs. Alors, on va passer à l'invité de la semaine. Donc, Fabrice, comme tout le monde l'aura compris, tu es neuropsychologue, conférencier international, auteur et CEO de l'Institut. Alors, comment tu le prononces? IRLS ou IRLS? IRLS. En Nouvelle-Aquitaine. Oui, t'es à Bordeaux. À Bordeaux, dans la comme banlieue. Barbara. Ah, bah comme voilà. Barbara, voilà. Et donc, tu as plus de 175 000 abonnés sur tes réseaux sociaux, 29 millions de vues sur LinkedIn, et tu es une véritable référence en neurosciences et en santé mentale, parce que tu vulgarises d'une manière très très importante énormément de sujets. Moi, je pense que je te suis depuis le début. Je pense que ça doit faire 4-5 ans que je te suis. J'ai vu l'explosion et j'étais hyper contente de voir que les gens s'intéressent à ces sujets. Et donc, tu vas aider à déconstruire les idées reçues et donc à aussi éduquer les gens sur tous ces nouveaux sujets qui apparaissent, parce que c'est vrai. Et là, on arrive à notre débat. On n'arrête pas d'entendre, oui, non, mais c'est à la mode d'être HPI, TDA, neuro-atypique, d'avoir un trouble de neurodéveloppement, c'est à la mode. Ce à quoi moi je réponds souvent, non, c'est pas que c'est à la mode, c'est qu'aujourd'hui on est capable de l'identifier, et qu'avant on ne l'était pas. Mais donc tu vas peut-être un petit peu pouvoir nous en dire plus. Alors déjà, peut-être pour commencer, moi j'aimerais que tu nous expliques un petit peu toutes les différences entre qu'est-ce qu'un trouble du neurodéveloppement, qu'est-ce que de la neuroatypie, dans quoi tu classes les TDA, TDAH, et dans quoi tu vas classer les HPI ou les 10. Enfin, voilà. Et déjà, est-ce que tu peux nous donner la base? Okay. Moi, je classe rien. Moi, je suivre les classifications, qui sont des classifications pour la plupart qui sont internationales, qui sont consensuelles. Alors, on peut tout à fait les critiquer.
chiffrer le DSM, par exemple le DSM-5 version révisée dernièrement, voilà, qui est une classification qui n'est pas parfaite, mais qui permet de classifier, de mettre des mots. Hein. J'aime bien citer Camus, à mal nommer les choses, on concourt au malheur du monde. Alors, il y a plusieurs points. Donc, les troubles du neurodéveloppement, les neuroatypicités, la neurodivergence, ouais, tout ce qui est neuro, c'est quelque chose qui est très en vogue actuellement, la thématique neuro. Je m'attendais pas, moi personnellement, à ce que cette thématique soit autant au centre des discussions un petit peu générales, que ce soit aussi bien en santé mentale que en développement personnel, en marketing, dans les médias. Voilà, c'est une thématique qui revient beaucoup. C'est la neuromania, donc. Et comme tu le disais, je suis moi-même le premier étonné de la visibilité que je peux avoir sur ces réseaux. Voilà, je m'attendais absolument pas à ça. J'ai coutume de dire que je suis juste un neuropsychologue de Bordeaux, en fait, qui a essayé, comme tu l'as dit, de vulgariser et de sensibiliser les choses. Donc c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, parce que je vois il est important de sensibiliser les gens sur ce sujet, et que il existe également énormément de fausses croyances sur ces sujets en santé mentale. Donc les troubles du neurodéveloppement, ce sont des troubles, il est important et toujours très important de rappeler que ce sont des troubles pour lesquels on est avec, on vient au monde avec les troubles du neurodéveloppement. L'enfant autiste, il vient au monde autiste. L'enfant TDAH vient au monde TDAH. Donc faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les écrans ne rendent pas autiste, d'accord. La pollution ne va pas rendre quelqu'un TDAH ou rendre quelqu'un autiste. Donc voilà, c'est une atypie de développement cérébral qui a plusieurs causes. En général, on retrouve 3 causes principales, même si on étudie encore précisément ces causes, mais on a des causes qui sont génétiques, bien évidemment. Il y a une part de génétique extrêmement importante, une part d'environnemental aussi qu'il faut pas nier, et aussi une part de biologie. Je ne rentrerai pas dans les détails sur ça. Donc les troubles du neurodéveloppement, on va dire qu'on les classe en plusieurs catégories. Le terme de quelque chose, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ce sont des termes très francophones qu'on n'utilise plus dans le monde de la recherche, qu'on utilise en général plus dans le reste du monde. On en parle entre nous, mais on se rend compte que les quelque chose, c'est plus véritablement assez spécifique. En gros, les catégories de troubles du neurodéveloppement, il y a donc le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est en fait un trouble qu'on devrait plutôt appeler un trouble de la dysrégulation. C'est un problème de régulation de l'attention. Hein. Donc l'enfant, l'ado, l'adulte va avoir des difficultés à réguler son attention, donc il va être parfois un peu trop inattentif, ou dans certains cas trop attentif, ce qu'on appelle parfois de l'hyperfocalisation. Donc c'est de la régulation attentionnelle. En autre symptomatologie, on a des problèmes de régulation de la motricité, donc ce qu'on appelle parfois l'hyperactivité. Donc c'est l'enfant qui saute partout, qui tient pas en place, qui bouge tout le temps. Et on a ce qu'on appelle un peu plus techniquement un problème de régulation de l'inhibition, c'est-à-dire l'impulsivité. L'impulsivité, c'est du mal à se retenir de faire les choses. Et le TDAH, donc souvent on explique un peu que c'est un trouble à la mode. En fait, à la mode, oui, parce qu'on en parle plus. Alors c'est cet effet, en fait, c'est que plus on médiatise quelque chose, plus on en parle, mieux c'est, mais dans l'inconscient des gens, on a le sentiment qu'en fait, il y en a de plus en plus. En fait, il y en a pas de plus en plus. Ça touche entre 5 et 6% de la population, enfin des enfants partout dans le monde. C'est pas un trouble européen, c'est pas un trouble occidental. Il y a autant de prévalence et de personnes porteuses de ce trouble partout dans le monde. Et les prévalences, elles ont pas bougé depuis 30 ans, quoi. Donc il y a autant de personnes TDAH qu'avant, mais on en parle plus. Donc comme on en parle plus, on a l'impression qu'il y en a plus, comme l'autisme. L'autisme, c'est 1% de la population, grosso modo, mais on en parle plus. Donc on a le sentiment qu'il y en a plus. Donc voilà, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement que j'ai coutume de dire qui reste malheureusement assez grave, parce que les répercussions du TDAH dans la vie quotidienne peuvent être majeures, notamment à cause de l'impulsivité. Quand on est impulsif, on peut avoir des problèmes. Et on voit que cette impulsivité impacte la qualité de vie des gens, selon bien évidemment le retentissement du trouble, hein, selon la sévérité des symptômes. Le HPI, il est donc quoi? Le HPI, qui n'est donc absolument pas un trouble du neurodéveloppement. Donc c'est important de rappeler que le haut potentiel intellectuel n'est pas un trouble. Ça, c'est très important
de rabâcher à longueur de temps que aucune étude internationale mondiale n'a jamais pu démontrer que le haut potentiel intellectuel était un trouble. Le HPI, c'est une caractéristique statistique des gens. C'est-à-dire que quand on mesure les compétences intellectuelles et cognitives sur une courbe de Gauss, vous savez, cette petite courbe en cloche, et ben quand on prend 2 déviations standards, 2 écarts types par rapport au niveau attendu, on arrive à 130 et plus, et donc on catégorise ces personnes, ça représente 2,28% de la population, comme ayant un haut potentiel intellectuel. Et ce qu'il est important de répéter, c'est que les personnes HPI ne sont pas différentes des autres qualitativement, elles sont différentes des autres quantitativement. C'est-à-dire que une personne avec un haut potentiel intellectuel a des capacités cognitives plus rapides. Voilà, il y a de meilleures fonctions cognitives. Mais quand on dit par exemple que les gens HPI ont plus de problèmes en santé mentale que les autres, c'est pas vrai en fait. On n'a jamais montré que les personnes HPI avaient plus de problèmes en santé mentale. Il existe des personnes HPI qui sont porteuses de dépression, de troubles anxieux, de tout ce que vous voulez, de TDAH, de troubles, mais ça reste une minorité. En fait, le HPI, c'est un facteur protecteur. Donc c'est pour ça que je reviens avec je fais un long parallèle, la neuroatypicité, le terme neurodivergent, neuroatypique, c'était dans le petit Robert qu'ils ont sorti il y a quelques mois la définition de neuroatypique, dans lequel ils ont mis les troubles 10, le TDAH, le TSA et le HPI. Ok, donc là on a plein de troubles du neurodéveloppement et une particularité statistique, le HPI. Pourquoi pas? Après moi, mon sentiment personnel, c'est que neuroatypique, ça regroupe un peu des choses un peu floues, quoi. Dès on se sent un peu divergent, neuroatypique. Dans ce cas-là, 100% de la population est neuroatypique, quoi. Donc faut être un peu prudent. Donc toi, tu préfères qu'on parle de troubles du neurodéveloppement? Je préfère qu'on nomme bien les choses, c'est-à-dire que le trouble du neurodéveloppement, c'est la catégorie des troubles du neurodéveloppement. Le haut potentiel intellectuel, c'est une particularité du fonctionnement cognitif des gens. La dépression, c'est un trouble. La schizophrénie, c'est autre chose. Mais souvent, même dans neuroatypique, on va y mettre les personnes qui présentent une schizophrénie, qui sont bipolaires, etc. Donc on essaie de cadrer les choses, mais c'est mon point de vue personnel. Neuroatypique, dans l'inconscient, dans ce que je vois un petit peu des gens, ça reste un peu fourre-tout. Alors pour continuer, moi j'avais 2 questions. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de surdiagnostic. Je voudrais savoir ce que t'en penses. Est-ce que il y aurait un surdiagnostic des troubles du neurodéveloppement? Alors, est-ce qu'il y a un surdiagnostic des troubles du neurodéveloppement? Je ne pense pas qu'il y ait de surdiagnostic. Je pense par contre qu'il peut parfois y avoir des erreurs diagnostiques. En général, quand on parle de surdiagnostic, on évoque beaucoup le TDAH. TDAH, on a dit, dysrégulation attentionnelle, impulsivité, hyperactivité. Il y a des enfants, il y a des personnes qui présentent ces 3 symptômes, cette triade symptomatique, ils sont inattentifs, ils sont impulsifs, et donc, boum, ils sont TDAH. Pas obligatoirement. D'accord? Et c'est là, en fait, où est l'erreur. C'est qu'il y a des enfants qui peuvent parfois, à tort, avoir un diagnostic de TDAH posé un peu précocement. Non, toute la difficulté, et d'ailleurs le TDAH, on rappellera que c'est un diagnostic clinique, c'est-à-dire que la famille va voir un médecin spécialisé qui a été formé sur ce trouble. Donc il y a quelques mois encore, c'était neuropédiatre, pédopsychiatre ou médecin ou pédiatre spécialisé. Il y a les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé qui datent de septembre, qui donnent maintenant la possibilité à n'importe quel médecin formé de poser le diagnostic de TDAH, et c'est bien. Mais auparavant, le diagnostic, enfin du moins le diagnostic de TDAH, un enfant peut présenter des symptômes qui font penser à un TDAH et ne pas avoir un TDAH. Ça peut être d'autres choses. Il y a d'autres troubles en santé mentale qui peuvent faire penser à un TDAH. Par exemple, une dépression. Alors, en ayant une symptomatologie dépressive, on peut être inattentif parce qu'on a des pensées parasites, on peut être particulièrement agité, on peut être impulsif également, et ça peut être une dépression. Et là où ça se complique, c'est que parfois ça peut être un TDAH plus une dépression, parce que ces troubles sont comorbides entre eux. Donc toute la difficulté, en fait, toujours la question qu'on doit se poser, c'est quel est le retentissement, les répercussions. Est-ce que ça me pose problème? Et est-ce qu'il n'y a pas un autre trouble qui explique mieux, ou qui explique avec? Voilà, donc c'est toute la question du diagnostic. Donc oui, est-ce qu'on surdiagnostique? Moi, je pense pas qu'on surdiagnostique. On augmente les diagnostics et c'est bien parce qu'on met des mots sur les choses. Maintenant, oui, il peut y avoir tout à fait des erreurs diagnostiques. On peut se tromper, on peut dire, je pense que c'est un TDAH, puis c'est pas ça. Et à la limite, je pense qu'il faut pas avoir peur de dire, on peut se tromper. Je vois tellement d'enfants et d'adolescents, parce que les médecins ont peur de se tromper, ils ont aucun diagnostic. Alors que parfois, ça peut faire, voilà. Et il vaut mieux
poser un diagnostic, dire bon ben voilà, c'était pas ça parce qu'à l'époque ça ressemblait plus à ça, quitte à revenir et réévaluer éventuellement par la suite. Enfin, du moins c'est mon point de vue encore une fois. Et là, est-ce que tu as l'impression ces dernières années que tu as de plus en plus de demandes et que c'est mieux pris en charge? Alors, nous, à l'Institut IRLES, on a de plus en plus de demandes. Maintenant, on a ce qu'on appelle un biais de recrutement, un biais d'échantillonnage. C'est-à-dire que nous, on se développe aussi, et donc ce qui fait que comme on se développe, on a plus de demandes. Maintenant, oui, il y a de ce que je constate, si j'essaie de sortir de ce biais, je constate qu'effectivement, il y a de plus en plus de demandes. Les gens sont beaucoup plus sensibilisés sur ces troubles-là. Et donc, les parents, les familles veulent en savoir plus. Et donc, il y a plus de demandes et plus de demandes de bilan. Ce qui est positif, parce que ça permet effectivement de mettre des mots. Et autre question, est-ce que les demandes, elles viennent des parents ou elles viennent de l'école? Alors, les demandes, en général, elles viennent des parents et de l'école, mais aussi d'autres professionnels de santé. Ça dépend. C'est-à-dire que souvent, les troubles, puisqu'on parle des troubles du neurodéveloppement, très souvent, pas toujours, mais souvent, les troubles du neurodéveloppement, leurs symptômes se manifestent principalement à l'école. Ce sont des enfants souvent scolarisés, et donc en classe, ça pose problème. Et donc les enseignants peuvent alerter les parents en disant voilà, on se pose la question de alors ça aussi c'est important de le rappeler, attention aux enseignants qui disent je pense que votre enfant a un TDAH ou je pense que votre enfant est autiste. Surtout pas, en tant qu'enseignant, on peut pas faire une hypothèse diagnostique. Donc le rappel, c'est de dire aux enseignants voilà, si vous avez le sentiment que un enfant a un trouble, du moins vous expliquez les symptômes que vous observez. Voilà, votre enfant est lent, il a des difficultés d'écriture, de motricité. Ok, ça c'est ok. Donc les enseignants peuvent alerter les parents. Et dans ce cas-là, en général, ce sont les parents qui font les démarches d'eux. Après, ça peut être parfois le psychologue scolaire qui peut aussi proposer de rencontrer l'enfant pour, par exemple, faire un bilan. Voilà. Donc, et puis aussi, il y a d'autres professionnels. L'enfant, le pédiatre, par exemple, le pédiatre peut dire je me posais des questions, il y a une atypie de développement, ça serait intéressant de faire des bilans chez des professionnels médicaux, paramédicaux ou autres. Et là, moi, j'aimerais bien avoir le témoignage de Barbara parce que on entend souvent dire outre-Atlantique, Canada, États-Unis, etc., ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous sur ces sujets-là. Et donc toi, Barbara, t'as été aux États-Unis et tu reviens. Et donc, est-ce que tu vois une vraie différence dans la prise en charge? Oui, il y a une vraie différence. Moi, j'aimerais bien revenir juste 2 secondes sur le surdiagnostic dont on a parlé. D'abord, parce que en fait, il y a un sujet multiplication des réseaux sociaux, on en parle tout le temps. C'est pas parce qu'on en parle plus, c'est parce qu'il y a plus de canaux de communication pour en parler. Et donc, rappelez-vous que vous passez beaucoup plus de temps derrière les écrans. Donc, vous revoyez TDAH sur TikTok, Instagram, nanana. C'est pour ça que on en entend beaucoup parler. Et c'est comme la ménopause, l'endométriose, les règles douloureuses. On n'en parlait pas avant. On en parle maintenant. On a l'impression que on en fait trop peut-être, ou que l'endométriose, on va surdiagnostiquer. Surtout pas, allez-y quoi. J'ai envie de vous dire, c'est pas parce que c'est médiatisé qu'il faut pas se faire diagnostiquer. Non mais tu sais, il y a le fameux qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Non, votre enfant n'est pas neuroatypique, il est juste mal élevé. Oui, c'est le truc qui revient. Ouais. Oui, c'est ça, c'est juste c'est comme si tu dis à une femme qui a des règles hyper douloureuses et qui a de l'endométriose et qui se fait pas diagnostiquer, non mais c'est juste t'as tes règles quoi. Non, c'est plus possible ça, c'est qu'il y a des diagnostics et là merci Fabrice, c'était hyper clair, etc. Il y a un trouble, il y a un diagnostic possible, go, allez-y. Alors le problème c'est que ça coûte très cher et que du coup il y a quand même une discrimination sur ce sujet-là parce que effectivement le diagnostic coûte hyper cher. Aux États-Unis, il est conseillé par les profs souvent. C'est assez ouvert comme conversation et c'est pas honteux d'être neuroatypique ou d'avoir des troubles du neurodéveloppement. Et pour preuve, notamment dans la Silicon Valley, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont fait des posts sur LinkedIn, sur Medium, etc. en disant moi je suis neuroatypique, je suis entrepreneur et je réussis ma vie et je suis TDAH, enfin ADHD en fait, et j'ai réussi. Donc il y a une espèce de fierté à avoir des troubles neurodéveloppement, ça. Je suis effectivement dans les 5% de la population, mais ne me stéréotypez pas parce que ça fait de moi, j'en ai fait une force et donc
je m'en suis servi et j'ai réussi. Là, on retombe sur les pattes de la culture américaine. C'est que je tourne un problème ou une différence en force. Je suis immigrée, je le tourne en force. J'ai des troubles du neurodéveloppement. J'en fais une force et c'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et à l'école, je trouve que les enfants, en tout cas, sont bien plus bienveillants entre eux et sont ouverts à cette discussion. Donc, c'est pas honteux d'avoir un problème de concentration. Ça n'est pas considéré comme un handicap. C'est considéré comme une différence. Et rappelons qu'aux États-Unis, le phénomène d'inclusion, comme on le vit, c'est une vraie politique. Hein. L'inclusion, c'est pas juste on vit ensemble. C'est vraiment c'est acté. C'est des chartes. Si tu ne respectes pas, si t'es pas inclusif toi ou un élève n'est pas inclusif dans la classe, ben c'est lui qui est montré du doigt. C'est pas celui qui a un trouble d'apprentissage différent. Ok. Et les enseignants, ils sont mieux sensibilisés aussi ou pas? Alors, ils sont mieux formés, ils se forment eux-mêmes. Alors, la spécificité des États-Unis, c'est qu'en fait, t'es pas prof toute ta vie. Tu deviens prof parce que t'es passionné, puis tu peux faire ça 10 ans, 15 ans, puis tu peux te reconvertir. Tu sais, aux États-Unis, ils changent de métier ou pas. Et en fait, quand ils le sont, ils sont vraiment investis de leur mission. Alors, pas tous, il y a des exceptions, mais moi, on a été dans des écoles privées et dans des écoles publiques, et plus longtemps dans des écoles publiques que dans une école privée d'ailleurs, qui était le lycée français de San Francisco. Et on a vraiment rencontré des profs qui avaient envie de bien faire et notamment qui ont envie de porter toute leur attention sur le petit groupe. Parce qu'en fait, ils en font un espèce de bêta-test, on va dire. Et dans le modèle américain, il y a la transmission de l'éducation, la transmission du savoir est importante. Donc, on demande aux enfants qui ont pas de problème d'apprentissage, d'aider les autres. Et ce qu'ils défendent en disant, en fait, on les tire pas vers le bas, mais on leur apprend à retransmettre leur savoir, donc à vulgariser. On fait des Fabrice dans les écoles américaines, c'est-à-dire que par exemple, est-ce qu'ils ont, comme nous en France, un AESH? Oui, c'est AESH maintenant. Parce que ça change tout le temps de nom. Une aide ou pas du tout? Ils peuvent, mais c'est payé. Alors c'est très, ils sont payés par les parents, l'APL en fait, l'équivalent de la PEL, c'est ça. C'est les parents d'élèves qui font des fonds par des donations. Ils font des fonds aux écoles et ce fonds, il est là pour payer des profs d'anglais pour les immigrants, les enfants d'immigrants qui arrivent et des aides, des teacher assistants, pour que, en fait, ils intègrent ces enfants-là. Donc, en fait, le parent et l'élève est vachement plus reconnaissant parce que c'est un système communautaire. C'est pas, on n'attend pas de l'État d'aider nos enfants, comme les États-Unis sont, enfin, vous le savez, très capitalistiques. Les investissements publics dans les écoles, c'est vraiment le strict minimum. Et donc, tout ce qui est en plus, c'est les parents. Et toi, Fabrice, tu as l'impression qu'au niveau du système scolaire, enfin, par exemple, dans tes formations, tu dois avoir certainement des enseignants, mais qui payent avec leur propre argent les formations. T'as l'impression que l'école, elle arrive à suivre sur ces sujets ou pas? Alors, je me prononcerai pas là-dessus, juste si je fais un point sur les enseignants que j'ai reçus. Donc, moi, je propose une formation sur Bordeaux en inter. Donc, c'est que les gens s'inscrivent un peu de partout, ils viennent, qui dure 3 jours et qui est sur justement tous les troubles du neurodéveloppement. Mais je me déplace aussi partout, je fais plus que ça maintenant, me déplacer sur les lieux pour justement proposer des formations et des sensibilisations sur ces troubles-là. Et sur Bordeaux, par exemple, on est à peu près là, en tout sur une quarantaine de sessions. Je dois avoir, si je fais à la louche, 95% d'enseignants, pour les enseignants qui venaient, 95% c'était des enseignants du privé et 5% des enseignants du public. Les enseignants du public doivent effectivement payer sur leur denier propre. Et malheureusement, quand la formation a lieu sur un jour où c'est un temps scolaire, ils ne peuvent pas s'absenter.
hélas, malheureusement, de mon expérience, et c'est une expérience qui est partagée avec d'autres collègues, n'étant pas, entre guillemets, estampillé éducation nationale, nous n'avons pas la possibilité de faire des formations pour ce public-là. Déjà, j'aimerais revenir sur le nom du TDAH j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Fabrice, où on parle de déficit de l'attention. Il a très bien dit tout à l'heure, c'est un problème de régulation de l'attention, parce que concentré, on peut l'être, et on peut l'être extrêmement plus qu'une personne, on va dire, typique. Et c'est important de le dire, parce qu'on parle souvent d'être dans la lune et d'être déconcentré, et tout ce qui est problème d'attention, hein, bien sûr, hein, qui sont des vrais freins, notamment dans la scolarité. Mais sur un sujet qui nous stimule, on peut être hyper concentré et faire de l'hyperfocalisation, qui a des points positifs et des points négatifs, hein, parce qu'effectivement, on peut aussi hyper focaliser sur une mauvaise émotion et sur plein de choses qui sont très compliquées à dépasser. Mais par contre, on peut faire des miracles sur un sujet qui nous stimule. C'est pour ça que c'est très important, et là je parle aux parents qui me posent souvent aussi des questions, parce que je m'exprime pas mal sur le sujet, sur l'importance de trouver ce qui stimule vos enfants, notamment d'un point de vue des études ou d'un point de vue professionnel. Un enfant, un adulte TDAH, de toute façon, n'aura pas le choix que de travailler dans quelque chose qui le stimule intellectuellement ou cognitivement. C'est une torture de faire quelque chose qui ne nous intéresse pas, et les sujets peuvent être variés. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de trouver ça. Et quand on parle de diagnostic, faire la différence entre diagnostic et médicamentation. Poser un mot sur les mots, ça permet de le comprendre, ça permet de prendre du recul, ça permet de se connaître, ça permet de mettre des schémas de compensation à place, et ça veut pas forcément dire prendre de la Ritaline ou des traitements comme ça. Moi, j'ai vécu sans, j'ai vécu avec, et j'ai revécu sans la Ritaline, et ça va dépendre des personnes. On a tous des rapports différents à tout ça. Mon autre question, c'est sur l'hérédité du TDAH. J'en ai beaucoup entendu parler. Est-ce que c'est vrai? Et la deuxième question, c'est aussi sur l'espèce de fantasme moi je dis que c'est un fantasme, mais tu nous répondras, Fabrice, de dire que le TDAH passe à l'âge adulte. Moi, je pense juste que à l'âge adulte, on met en place des schémas de compensation qui nous permettent de réguler un petit peu plus nos émotions, de prendre du recul et d'un petit peu plus, on va dire, se contrôler. Mais je vois pas comment par magie ça puisse passer. Et je reviens vite fait sur le truc. Moi aussi, j'étais dans les années 80. Hein, je suis né. C'est juste qu'à l'époque, on disait qu'on était chiant, on disait pas qu'on était TDAH. Et quand je me suis fait diagnostiquer, c'est vrai. Moi, et c'est horrible, parce que moi, toute mon enfance, on m'a dit juste que j'étais chiant. T'es chiant, t'es insupportable. Dans la construction d'une personne et d'un enfant, pendant toute sa vie, t'es chiant, personne ne veut te garder, t'es insupportable, ça veut dire on ne t'aime pas. Moi, j'ai dû grandir et me construire avec ça pendant des années. J'ai mis des années à apprendre à m'aimer, parce que on m'a bassiné toute ma vie en me disant que on ne m'aimait pas, qu'on ne voulait pas me garder, que j'étais insupportable. Et effectivement, le diagnostic que j'ai fait très tard, moi, à 27 ans ou un truc comme ça, je crois que j'étais le premier patient adulte diagnostiqué TDAH. Je vous parle de ça il y a une dizaine d'années. Et effectivement, tous les articles que je trouvais, c'était souvent des articles québécois ou des choses comme ça, pour revenir un petit peu sur le retard potentiel qu'on peut avoir en France. Mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, à l'époque, ils étaient un petit peu à l'ouest sur le sujet. Voilà. Alors, on ne guérit pas des troubles du neurodéveloppement. Faut garder ça en tête, c'est-à-dire qu'on n'était pas TDAH, on n'avait pas un TDAH jeune et puis hop, il n'existe plus, il n'existe pas. Tout est la question du retentissement. C'est-à-dire que il faut que pour qu'un diagnostic soit posé, il faut que ça pose problème. Si l'enfant il a des symptômes du TDAH, donc problème de régulation, je reviens pas sur ces symptômes, et que ça pose problème dans sa vie, dans sa scolarité ou ailleurs, dans ce cas-là, il faut essayer de le comprendre, de mettre des mots dessus et de l'accompagner. Le point important aussi que tu as rappelé, c'est la notion de plaisir, c'est-à-dire que il est compliqué pour les personnes TDAH, pas impossible, mais il est compliqué pour les personnes TDAH de faire des choses, des actions ou de se concentrer sur des choses qui peuvent être déplaisantes ou stressantes. Maintenant, je pense qu'il est toujours aussi important de rappeler, parce que moi, je vois souvent, malheureusement, des enfants qui présentent, semble-t-il, véritablement un TDAH et qui ne sont pas diagnostiqués parce que quand ils ont vu le médecin a reçu la famille et puis pendant 1 heure, il est resté assis dans le bureau sans bouger. Et donc le médecin dit, en fait non, regardez, il bouge pas. Donc comme il bouge pas, il n'a pas un TDAH. Ça, c'est pas vrai. Le TDAH, les symptômes, il faut les observer, mais il faut aussi les questionner. Et là, j'insiste là-dessus. Un enfant TDAH, il peut tout à fait aller à la pêche et regarder son bouchon flotter sur l'eau pendant 2 heures sans bouger. Tant qu'il a du plaisir, il passe un bon moment.
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas bougé. Faut pas penser que les enfants TDAH, la pêche, c'est impossible pour eux. Faut pas penser que les enfants TDAH, ils peuvent pas lire 2 heures dans leur chambre. Ils peuvent lire dans leur chambre, tant qu'ils ont du plaisir. Donc ça, c'est hyper important à rappeler. Sur la question de ça passe à l'âge adulte, alors les prévalences les prévalences mondiales, c'est 5,9% des enfants, 2,5% des adultes. Oh, génial, les adultes ont guéri. Ah non, c'est pas qu'ils ont guéri. C'est qu'en fait, ils compensent. C'est-à-dire que les adultes, mais comme les autres troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire que, pour certaines personnes, pour un pourcentage de personnes, on appelle ça la rémission, c'est-à-dire que vous avez des adultes qui sont toujours porteurs d'un TDAH, mais leurs symptômes ne leur posent plus problème. Ils ont réussi à compenser, à adapter leur vie à leur symptomatologie, selon la sévérité de leurs symptômes, évidemment. Et dans ce cas-là, les symptômes posent plus problème. Donc, ils vont plus nécessairement besoin d'avoir un suivi médical, ils vont plus nécessairement prendre du méthylphénidate, donc la Ritaline, le Concerta, Quasim, etc. Et ne vont plus souffrir de leur TDAH. Et ça peut être pareil pour le trouble des apprentissages, la dyslexie. La dyslexie va poser des soucis évidemment à l'école ou quand on doit lire ou faire de l'orthographe pour la dysorthographie, mais il y a des métiers qu'on a où on n'a pas besoin de lire. Donc dans ce cas-là, il y a une personne, elle peut être dyslexique et de plus souffrir de sa dyslexie, en quelque sorte. Oui, ça va être l'ensemble. Moi, je sais que s'il y a un moment, à 27 ans, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal. C'était un ensemble de facteurs qui faisaient que je ne comprenais pas. Par exemple, moi, j'ai un bac littéraire. J'ai jamais lu un livre en entier. Je n'y arrivais pas parce que je lis 2-3 pages, mon esprit s'évade, pense à autre chose. Et lorsque je continue à lire, mais en fait, je n'enregistre pas ce que je lis. Donc, je suis obligé de revenir en arrière. Et en fait, c'est tellement fastidieux, que je n'arrivais pas à lire un livre. Et pourtant, j'adore écrire, j'adore m'exprimer. J'ai un bac littéraire, j'ai écrit des articles et tout ça. Mais effectivement, il y a ça. Et après, le gros problème, je pense, et c'est le facteur souvent qui est un peu compliqué, c'est l'impulsivité. Et ça, c'est dans les relations amoureuses, dans les relations avec les amis, et beaucoup au travail aussi. Je crois que j'avais déjà parlé une fois, mais ne pas envoyer le mail que vous venez d'écrire sur un coup de tête, et des réactions comme ça. En tout cas, moi, le rapport que j'ai à ça, c'est que l'émotion, une émotion négative ou positive, en fait, prend très rapidement le dessus sur la rationalité et on est dans une réaction impulsive qui est complètement incontrôlable. Et ce qui est très, très dur après, c'est qu'on culpabilise souvent parce que nous, cette émotion et cette réaction, on ne l'a pas contrôlée, elle était pour nous inconsciente et après on doit en plus s'excuser auprès des gens qu'on a blessés ou parce qu'on a mal réagi et tout ça, et c'est ça qui est assez difficile à gérer. Après il y a une grosse partie de frustration, de culpabilité quand on est TDAH. Déjà on n'a pas souvent confiance en nous parce qu'on a eu des parcours un petit peu compliqués à l'école, et puis en plus on doit sans arrêt s'excuser, se remettre en question sur des choses qu'on ne contrôle pas la plupart du temps. On va continuer à en parler un petit peu, juste on passe à la rubrique suivante qui est la rubrique au secours. On a une question de parents. Et donc là, on a un parent qui nous dit « Mon enfant a des difficultés à se concentrer en classe et ne tient pas en place. À partir de quand je dois consulter un neuropsychologue ?» Et d'ailleurs, quand est-ce qu'on se dit je vais chez un psychologue ou chez un neuropsychologue? C'est pareil, hein. C'est-à-dire que neuropsychologue, c'est une spécialité. Je sais même pas si c'est vraiment reconnu neuropsychologue. C'est un terme. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais moi le titre, mon métier, c'est psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie. Donc, je suis psychologue en fait, hein. Donc j'ai une spécialisation sur la neuropsychologie, le fonctionnement cognitif, etc. Mais j'ai des collègues qui sont psychologues cliniciens spécialisés en pathologie. Il y a des collègues qui sont spécialisés dans le monde du travail. Donc on est tous des psychologues, entre guillemets. Donc on est tous issus d'une université de psychologie. On n'est pas médecins. Donc, alors, ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique peut être fait par un autre professionnel qu'un neuropsychologue, un psychologue clinicien, un psychologue de l'enfant, du développement peut faire un bilan neuropsychologique. Le terme de bilan neuropsychologique, c'est en fait les outils qu'on va utiliser. On va avoir un regard plutôt cognitif. On va faire par exemple, souvent on propose un test de QI, une échelle de Wechsler par exemple, et on va faire en plus des épreuves cognitives pour mesurer par exemple l'attention, la mémoire ou les fonctions exécutives. Donc quand faire un bilan neuropsychologique, ça dépend. Ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de l'impact, du retentissement, ça dépend de plein de choses. Après, est-ce que plutôt le mieux? Plutôt le mieux, oui. En fait, c'est bien. Alors, plutôt le mieux, mais trop tôt des fois, c'est pas que c'est pas bien, c'est que chez les tout petits, on va faire un bilan qui va être, si l'enfant est participatif, si il est compliant, que le bilan se passe bien, les résultats devraient être valides.
un test, il est passé. Voilà, on parlait tout à l'heure, on évoquait un peu le HPI rapidement tout à l'heure, mais on a des adultes parfois qui veulent faire un bilan QI parce qu'ils veulent savoir s'ils ont un haut potentiel intellectuel, parce qu'ils ont le sentiment que s'ils font un test de QI et qu'on met en évidence un haut potentiel intellectuel, on va leur expliquer qui ils sont. En fait, non, c'est pas le but d'un bilan QI. Un bilan QI, ça mesure des compétences cognitives. Et donc beaucoup de gens en fait qui sont parfois en mal-être pensent que leur mal-être est dû au haut potentiel, alors que il y a aucun mal-être qui est dû à un haut potentiel. Et ça, c'est important de rappeler, de matraquer les gens sur ça. C'est que il y a des adultes qui sont pas bien dans leur vie pour X ou Y raison. Ça peut être des problèmes personnels, de dépression, peu importe. Et donc il faut un bilan. Ah, ils sont HPI, mais c'est bon, c'est le HPI qui explique mes problèmes. Mais jamais en fait. Le HPI n'explique pas les problèmes des gens. Et il faut rappeler que si les gens arrêtent leur démarche de recherche pour savoir pourquoi ils vont pas bien juste parce qu'ils ont un HPI, ils risquent de passer à côté de la vraie cause de leur mal-être. On appelle parfois l'erreur de surattribution. Donc ça, faut faire attention sur ça. Maintenant, chez les tout petits, quand on fait un bilan, les résultats sont, si l'enfant participe, ils sont valides. Et justement, après, c'est la prise en charge et l'accompagnement. Et que faire un bilan de taux, ça permet de poser les choses, de les objectiver, et à partir de là, voir. Je rappelle, pour les troubles du neurodéveloppement, c'est pas un bilan qui évalue. Notamment pour les troubles des apprentissages spécifiquement. Donc il faut faire un regard pluridisciplinaire, un bilan QI, un bilan neuropsychologique, un bilan orthophonique, un bilan psychomotricien, un bilan ergothérapeute. Voilà, ça c'est tous les bilans qui vont permettre d'en savoir un petit peu plus. C'est souvent un parcours du combattant. Ça prend du temps, les délais sont très très longs. Ça coûte cher, mais ça permet de mettre des mots, et une fois que les mots sont mis, éventuellement d'amener après à poser un diagnostic, et après de prendre en charge. Donc, il est jamais trop tôt. Si on enlève tout l'aspect contextuel de temps, de coût, etc., je pense que plus tôt c'est fait, mieux c'est quoi. J'ai une petite question sur les médicaments parce que du coup, si on revient sur la comparaison France-US, aux US, c'est tout à fait normal. Si l'enfant en a besoin, même quand t'as pas de exactement, et d'autres molécules. Mais en France, j'ai l'impression que c'est un gros tabou. Qu'est-ce que tu préconises, Fabrice? C'est quoi les D'ailleurs, c'est plus remboursé chez l'adulte, la Ritaline, il me semble. Alors, si je suis bien sûr de ce que je dis, si depuis quelques années c'est à nouveau remboursé, l'autorisation de mise sur le marché, à vérifier, mais de mémoire, si le diagnostic, il y a quelques années, si le diagnostic de TDAH était posé après l'âge de 18 ans, les médicaments n'étaient pas remboursés, mais ça a changé depuis quelques années, mais maintenant si c'est remboursé pour tout le monde. Alors, les États-Unis, à ma connaissance, je suis pas du tout un spécialiste des États-Unis, mais je crois que les médicaments peuvent être en vente libre, on peut faire des publicités sur les médicaments. Alors, ils sont pas en vente libre, mais il y a de la publicité, mais c'est pas en vente libre. Il faut une prescription, ils te les donnent 30 jours. Donc, c'est très régulé, c'est quand même hyper encadré, mais la publicité pour les médicaments, c'est valable pour tous les médicaments, c'est autorisé, c'est comme l'alcool, le tabac, tout ça, c'est toujours. Ok. Les médicaments sont controversés en France parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur ce médicament. La première, c'est une drogue. Bon, la Ritaline, c'est une drogue et on vous explique que c'est un dérivé d'une amphétamine. Alors, alors, je suis pas pharmacologue, je suis pas psychiatre non plus, donc je vais être très prudent sur ces éléments médicamenteux. Je rappelle aussi que je prescris pas de médicaments, je ne suis pas médecin. Mais c'est pas une amphétamine, la Ritaline, le méthylphénidate, les psychostimulants sont pas des amphétamines. Maintenant, on présente ça comme une drogue et beaucoup de parents ont peur de proposer ce médicament à leurs enfants parce qu'ils pensent que c'est une drogue. Or, c'est un médicament. Alors encore en France, parfois, on a des prescriptions qui l'arrêtent le week-end et les vacances scolaires. Je connais pas une drogue qu'on arrête le week-end, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sevrage. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas de dépendance. Ce qu'on sait que quand une dose elle marche bien quoi. Elle marche, il n'y a pas besoin d'augmenter. Une drogue, en général, on augmente pour avoir les mêmes effets. Mais il y a beaucoup de fausses croyances qui, à mon sens, font partie d'un amalgame. C'est que c'est toujours la question du surdiagnostic. C'est-à-dire que il y a des enfants, effectivement, qui peuvent avoir un diagnostic de TDAH peut-être fait un peu trop rapidement, sans véritablement questionner les autres hypothèses diagnostiques, avec une prescription médicamenteuse qui peut être rapide. Et dans ce cas-là, parfois, ça va pas nécessairement répondre à la problématique. Mais si l'enfant après il arrête la médication, il n'est pas devenu fou. En fait, il est comme avant. Mais ce qu'on sait, c'est que les effets secondaires de ce médicament, déjà en médecine, on n'a jamais mis en évidence une preuve d'effet secondaire grave.
Les effets secondaires qui sont les plus reconnus sur ça, c'est la perte d'appétit. Donc on suit l'enfant, d'accord, il faut accompagner l'enfant. On peut avoir un retard à l'endormissement. Donc l'enfant va s'endormir plus tard. Voilà. Donc palpitations aussi. Comment? Palpitations, moi j'avais beaucoup les palpitations le matin. Alors c'est pour ça qu'en général, quand il faut faire, avant de prescrire le médicament, il faut faire un électrocardiogramme et il faut aussi faire une prise de sang chez l'enfant pour justement s'assurer que d'un point de vue cardiaque, il n'y a rien. Après, la plupart du temps, c'est un médicament qui est extrêmement bien toléré par les enfants. La majorité des parents disent souvent ça nous a changé la vie. Mais attention, le médicament, c'est pas la réponse à tout. C'est-à-dire que c'est pas, il a un TDAH, médicament, et puis on arrête, quoi, c'est fini. Non, non, non. Le médicament, de toute façon, déjà, il est en général pas en première intention. On voit que, en général, il rentre en troisième intention. D'abord, on fait de la psychoéducation. Et il faut rappeler que la psychoéducation, c'est central. C'est-à-dire qu'il faut former les gens. Il faut expliquer aux gens, aux familles, ce que c'est que le TDAH. Je parle du TDAH, mais ça peut être pareil pour l'autisme, hein. D'abord, on sait que quand on forme les gens, quand on forme les enseignants, quand on forme les gens sur ce que sont les troubles, ça permet de mieux comprendre ce que c'est et au quotidien que ça se passe mieux pour la personne porteuse du trouble. L'enfant, quand le prof il sait ce que c'est qu'un TDAH et qu'il voit son élève qui a un TDAH, ok, il tolère mieux, il est plus patient. Ça améliore aussi les relations intrafamiliales. Quand les parents comprennent un petit peu comment fonctionne leur enfant, ça améliore les relations. Et on sait que le TDAH, en fait, il fait que réduire les symptômes. Il réduit l'impulsivité, il réduit la dysrégulation attentionnelle, émotionnelle, voilà. Mais l'enfant, il va pas être plus intelligent, plus puissant, plus fort, etc. C'est juste que ça va réduire les symptômes. Donc, surtout, c'est l'accompagnement. Après, on met en place des choses, des thérapies cognitivo-comportementales, de la guidance parentale si besoin, voilà. Il y a d'autres choses à mettre en place. Mais le médicament, c'est pas la réponse à tout. En tout cas, de dire que c'est une drogue, c'est pas vrai, c'est pas une drogue. Et chacun son rapport aussi à la Ritaline, parce que moi j'ai vécu 3 ans avec. Ça dépend ce qu'on fait, ça dépend de la période de la vie. Moi je l'ai prise à un moment où je reprenais mes études de jeux vidéo, où je passais mon permis, donc c'est des périodes où j'avais énormément besoin de mon attention. Par contre, je l'ai aussi arrêté parce que moi je la vivais comme une camisole psychique. J'avais vraiment cet effet qui me bloquait un petit peu le cerveau, donc je perdais aussi en créativité, en spontanéité, et c'était des compétences pour le coup, hein, parce qu'il y a des choses positives aussi dans le TDAH, dont j'avais besoin moi, à la fois dans ma personnalité, hein, aussi avec mes rapports aux autres, parce que je suis apprécié pour ma spontanéité, pour le fait de répondre au tac au tac, pour la vivacité d'esprit qu'ont les TDAH, et voilà, il y a une question de dosage, de période de vie, de contexte, et chacun son rapport à la Ritaline. Moi je déconseille pas forcément, mais je conseille pas non plus, je dis vraiment chacun le vit comme il veut. Moi personnellement, j'avais l'impression que ça me zombifiait un petit peu, mais voilà, autour de moi, par exemple mon copain lui m'a dit je te préférais sous Ritaline quand j'ai arrêté. Bon, ouais, effectivement, il préfère la version plus zombifiée, je comprends, mais c'est plus facile à vivre, mais on n'est pas tout à fait soi-même non plus, donc voilà, est-ce qu'on veut rentrer dans et toujours faut rappeler que c'est le médecin qui prescrit le médicament, c'est le médecin qui donne la posologie, voilà, c'est le médecin qui décide. Here we go. Alors on va passer à la dernière rubrique du podcast qui est qu'est-ce qu'ils disent. Donc c'est une rubrique qui nous aide un peu à décrypter les discussions et tous les acronymes de nos enfants. Et là on va parler jeux vidéo. Donc je pense que ça va être trop facile pour Mika. Pour une fois, je vais pas être aux fraises. Ouais, on va pas être à la ramasse pour une fois. Dans la rubrique qu'est-ce qu'ils disent, et donc je vais vous donner des petits acronymes que ils utilisent. Et alors moi je me suis penchée parce que moi j'ai mon aîné qui joue souvent en ligne avec ses copains et je capte pas 80% des discussions. Donc je me suis intéressée un petit peu au sujet. Et donc on démarre avec un premier acronyme. Que veut dire AFK? Ça, c'est quand tu peux plus jouer. C'est quand tu as un problème de connexion, ou tu dois partir, ou un truc comme ça, tu coupes, en fait. C'est un petit moment où tu peux pas jouer. Je sais plus ce que ça veut dire en anglais, par contre, mais... C'est away from keyboard. Ouais, voilà. Et ça veut dire, je suis pas devant mon PC, je reviens. Ouais, tout à fait. Voilà. Généralement, c'est le truc qui est utilisé quand ils ont besoin d'aller recharger les batteries à la cuisine. Ouais. Et puis c'est en mode, je suis EFK, je reviens. Ok, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un boss? Ah, c'est facile, c'est un ennemi majeur. Un boss, quoi.
Ça, tout le monde connaît quand même. Fabrice, Barbara, vous êtes d'accord avec ça? Ah non, alors un ennemi majeur. Alors vous associez le mot boss à ennemi majeur. Alors moi je suis RH, je suis pas d'accord. Je vous le dis tout de suite. Non, parce que t'as différentes typologies et hiérarchies d'ennemis dans un jeu. On peut pas. Les boss, c'est les gros. Généralement, le boss, c'est l'ennemi final. Mais t'imagines quand ils vont arriver sur le marché du travail. Ouais. Non. Mais c'est un peu ça, non. Ah non. Ok. Mais non, mais c'est toujours, je pense que c'est dans la difficulté, c'est le big boss. Il y aura pas assez de places de freelance pour tout le monde. Il y en aura forcément des salariés, les gars. Donc, il faut vraiment que vous vous habituiez à ce mot. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai été surprise parce que mes fils, ils jouent à Sonic. Et donc, il y a le même professeur, je sais plus comment il s'appelle. Moi, sur Mega Drive, c'était le docteur Robotnik. Voilà. Oui, Robotnik. Oui, c'est Robotnik. Ouais. Et en fait, eux, ils l'appellent pas docteur Robotnik, ils l'appellent le boss. Ils disent, ouais. Il y a le boss qui arrive. Et pour moi, c'est docteur Robotnik. Qui est joué par Jim Carrey dans les films. Ouais. Donc voilà, donc le boss, c'est l'ennemi final. Alors ça, moi, j'ai entendu, j'arrêtais pas d'entendre mon fils dire, il me reste 5 HP, il me reste 5 HP, il me reste 5 HP. Ah, c'est Lévi. Et t'as les MP aussi, les points de magie. Le HP, c'est l'hôpital psychiatrique. Ah oui, bah, mais ça, c'est la déformation professionnelle. Et t'as les MP aussi, ce qui sont les points de magie, généralement, ou la stamina, ou les choses comme ça, ouais. Donc voilà. Donc en fait, quand ils disent, il me reste 3 HP, il me reste 1 HP, on a l'impression que ça a l'air hyper grave. Ils ne parlent pas de l'imprimante Hewlett Packard non plus, tu vois. Non, ils parlent des health points. Donc le nombre de vies qui leur reste. Enfin, moi, et là, s'il y a un healer dans l'équipe, c'est pour que le healer vienne les soigner rapidement. Ouais. Un healer, un soigneur, du coup, dans les jeux multi. Donc, les vies, c'est des HP. HP. Après, oh là là, je suis en lag, là, je lag. Ah, c'est la connexion, ça, c'est quand t'as un petit problème de connexion, un ralentissement de connexion. C'est le serveur du jeu vidéo qui ralentit. Qui est en train de laguer, ouais. Ça lag, ouais. Après, alors ça, on en a déjà parlé dans un autre épisode, donc normalement, NPC. Ah, personnage non jouable. Ah, mais voilà, en fait, Mika, il répond à toutes les questions. Il PNJ. laisse même pas les autres jouer, hein. C'est PNJ en français. Ah donc, attends, là, pour une fois que je peux répondre à tout. C'est quoi un personnage non jouable? C'est les personnages qui animent le jeu, en fait. Et tu vas avoir différents types, différentes hiérarchies. Tu vas avoir par exemple les mission givers, c'est ceux qui vont donner des missions. Tu vas avoir ceux qui servent à rien, qui sont là, qui font des tâches juste pour animer le jeu. T'en as avec qui tu vas pouvoir discuter. C'est tous les personnages qui animent le jeu que tu ne peux pas jouer. C'est les rôles secondaires, quoi. C'est des rôles secondaires. Ou les figurants. Ouais. Les figurants. Oui, voilà. Si dans le cinéma, ce serait les figurants, tout à fait. Ça peut être des vendeurs dans les boutiques où on va acheter. Voilà, par exemple, les vendeurs, ouais. Et quand votre super pote vous dit WP? C'est comme GG un peu, non? Alors c'est quoi pour toi GG? GG c'est good game, c'est quand t'as fait une bonne partie. GG. Et c'est ça. GG. Voilà. Donc on a appris, c'est well played. Donc WP ou GG. Ouais. GG ça se dit plus, hein, j'ai l'impression quand même. Et j'ai fait un sans faute, je suis trop content. Ouais. Alors comme t'as fait un sans faute, Mika, tu peux nous donner tes 2 jeux vidéo préférés quand on. Ah, j'ai le droit cette fois. Ouais. TDH. Non, il y a des jeux que je trouve intéressants, notamment sur le sujet du TDAH, et parce que j'ai bossé avec eux, c'est Lucha, qui a été développé par un studio français qui s'appelle Digi, qui est un petit jeu d'aventure éducatif à la Animal Crossing, destiné aux enfants TDAH ou souffrant de troubles anxieux. C'est vraiment des exercices psycho-éducatifs avec des récompenses lié aux routines de la vie réelle, avec un dashboard pour les parents, avec un petit agenda, tout ça, c'est assez sympa. Alors ils sont encore en développement, hein, je crois que c'est une bêta là qui propose en ce moment. Et moi je les ai accompagnés en tant que consultant game design et aussi diversité, accessibilité et forcément TDAH. Après il y a le petit jeu Céleste aussi qui est pas mal, qui est un petit jeu de plateforme sur la résilience, la gestion des émotions, avec pas mal d'options adaptées au TDAH, notamment sur la difficulté et aussi aux troubles 10, qui propose beaucoup d'options d'accessibilité. Je le rappelle, hein, les options d'accessibilité, c'est des options ou des alternatives pour les personnes souffrant de différents handicaps. Eh ben, merci beaucoup, Mika. Voilà qui conclut cet épisode Génération Parents. Merci à Mika, Barbara, bien sûr Fabrice pour cette discussion riche. J'espère que vous repartez avec plein de réponses pour accompagner vos enfants dans leur développement émotionnel et éducatif.
N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire, ça nous aide vraiment et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Bye bye. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.